Voilà, merci de m'accueillir. Oui, donc je vais vous entretenir donc plus du point de vue psychologique touchant l'enfant. Depuis plus de 50 ans, les recherches en sciences humaines ont considérablement fait avancer notre compréhension du développement et du psychisme si subtil et délicat du petit enfant. Ainsi, dans le cas de la GPA, il y a lieu de jeter un regard approfondi sur la notion de l'attachement, de même que sur les fondements de la création du lien du petit enfant avec sa mère de naissance. Ceci afin d'évaluer les éventuels effets délétères de la séparation des enfants avec leur mère de naissance et bien sûr en amont, d'explorer en quoi le contexte de sa conception peut également influencer son devenir psychologique. À partir de là, nous saisissons mieux que les questionnements autour de la GPA se doivent d'être centrés sur le premier intéressé, le bébé. Les débats publics sur la pratique de la GPA passent le plus souvent sous silence l'existence du lien fondamental qui se noue entre l'enfant, la mère biologique et le père biologique dès la conception, et ce durant les 9 mois de gestation. Cette période est cruciale pour le fondement relationnel et le développement identitaire psychique et cognitif du petit enfant, qui est bien sûr appelé à se prolonger et à s'enraciner dans la stabilité, la continuité et la fiabilité au long de la vie de l'être humain. L'existence du bébé en tant que petit être relationnel commence dès avant sa naissance. Un lien d'attachement très prégnant se réalise déjà avec la mère qui le porte. Les données historiques et les appuis scientifiques concernant les découvertes sur le psychisme humain, la grossesse et la petite enfance, sont, vous l'imaginez, nombreux. Je m'en tiendrai à John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, qui est une référence majeure dans mon travail. Il développe la théorie de l'attachement en 1969 et il place la mère au sommet des figures d'attachement possibles. L'attachement à la figure maternelle servirait de base de sécurité à l'enfant ainsi que la base de la confiance en soi. C'est ce lien d'attachement intériorisé qui va par la suite servir de modèle à toutes les relations intimes et sociales de l'individu. Je ne peux m'empêcher bien sûr de parler un bref instant de Françoise Dolto, n'est-ce pas, qui a, elle, attiré l'attention sur la réalité de la dépression des nouveau-nés qui peut exister justement chez ceux qui sont séparés de leur mère. Concernant l'apport des neurosciences, avec la mise en évidence de l'existence de l'amygdale, non pas celle que nous avons ici dans la gorge, mais de cette petite glande qui est en forme d'amande et qui est logée sur la partie antérieure et interne du lobe temporal du cerveau. Alors l'amygdale, c'est le socle neurologique des émotions et qui gère plus particulièrement les circuits de la peur. Cette partie du cerveau intervient bien avant l'émergence de la conscience. Vous voyez donc que le nouveau-né vient au monde avec cette petite glande qui est déjà fonctionnelle et qui est chargée de ce que j'appellerais une carte mémoire, qui est empreinte à tout jamais des ambiances vécues et ressenties les dernières semaines in utero. L'amygdale n'oublie pas. J'en viens à la découverte en neurosciences rapportée en 2010 à Rome à l'occasion d'un congrès organisé par l'Institut de gynécologie et d'obstétrique et qui concerne la modification de la mère dans le processus de grossesse. Le bébé attendu laisserait aussi une trace en elle. En effet, des cellules fœtales ainsi que du patrimoine génétique du père, sachant que le bébé est porteur de 50% du matériel génétique paternel et maternel, sont retrouvés dans sa moelle épinière jusqu'à 30 ans encore après la naissance de l'enfant porté. Nous voyons donc que la conception d'un enfant dans un couple père et mère crée déjà, physiologiquement parlant, une unité interactive triangulaire entre la mère, le père et l'enfant. Je trouve cela très parlant et assez extraordinaire. Alors ces nombreuses recherches, ces découvertes, ces meilleures connaissances au sujet du développement de l'enfant, dès sa vie naissante, ont eu un impact sociétal significatif.
principalement dans un certain nombre de maternités qui ont intégré ces données pour offrir un soin particulier à la mère et à l'enfant à naître. Alors comment, déjà in utero, se tisse le lien mère-enfant? Même si nous voulons compter pour rien l'interaction affective, l'interaction des sens entre la femme et l'enfant au seul niveau cellulaire suffit pour comprendre que la grossesse implique une interdépendance enfant-mère. C'est ce qu'atteste le psychiatre et pédopsychiatre Pierre Courbin. Il rajoute « Il est évident que ce qui est affirmé au plan cellulaire reste dominant sur le plan psychologique. » C'est donc par l'éveil de ces 5 sens que l'embryon et ensuite le fœtus fait connaissance avec le monde intérieur dans lequel il grandit, ainsi qu'avec les fragments de vie du monde extérieur qui lui parviennent. On observe tout au long de l'embryogénèse le développement progressif des différents organes des sens. Ainsi, vous l'aurez compris, lorsque l'enfant vient au monde, eh bien, ce petit nouveau-né bénéficie déjà d'un certain patrimoine sensoriel, entre autres auditif et gustatif, qui aura laissé en lui une trace marquante et durable dans le temps. Ce patrimoine de mémoire sensorielle lui sert notamment à faire la transition entre sa vie intra-utérine et sa nouvelle vie dans le monde. Il lui permet, entre d'autres vecteurs de reconnaissance, d'identifier la voix de sa mère, ainsi que très rapidement son odeur. Cette voix maternelle, de même que éventuellement certains sons ou des mélodies familières qu'il aurait déjà entendues, eh bien, c'est extrêmement rassurant et c'est apaisant pour lui. Il faut aussi dire que le petit bébé va retrouver dans le lait maternel certains goûts qu'il a appris à reconnaître en avalant et en digérant le liquide amniotique. Vous voyez donc que le nourrisson, eh bien, il sera tout imprégné d'une gamme de perceptions propres au vécu de la mère. Il est donc très certainement sous l'influence de cette symphonie hormonale qui marquera, déterminera pour une part son devenir. Vous l'aurez compris, c'est l'ensemble du climat relationnel joint aux perceptions sensorielles de qualité qui va permettre au petit homme en formation de se sentir exister, attendu, aimé pour qui il est en devenir. À la lumière de ces éclairages, que pouvons-nous craindre voir apparaître comme type de souffrance chez les enfants issus de GPA? Dans la GPA, la cellule familiale se trouve désarticulée à la base de sa fondation. L'enfant s'en trouve fragilisé dans son identité filiale et sa sécurité affective de base. À l'aube de sa vie naissante, à l'aube de la vie naissante du bébé né par GPA, nous constatons une série de ruptures de l'unité relationnelle biopsychoculturelle. Il y a la sortie de la relation charnelle et amoureuse, l'apport de matériel génétique étranger lorsqu'il s'agit de donneurs externes, eux-mêmes accompagnés d'une histoire, des embryons fabriqués dans une éprouvette, la perte ou la congélation de frères et sœurs du futur bébé, la grossesse dans le ventre d'une femme étrangère à l'enfant, la séparation enfin et l'abandon délibéré du bébé de sa mère de naissance afin de le transférer aux parents d'intention. L'unité du corps et de la vie est pourtant fondatrice et souhaitable pour une structuration identitaire humaine cohérente. Le monde se perd quand l'unité est rompue. Si un adulte, ici une femme, peut décider de ne pas s'attacher au bébé qu'elle porte pour autrui, un bébé, un fœtus, un embryon bien sûr, lui n'en a pas la capacité. Pour lui, le processus d'attachement qui débute dès la grossesse est un processus biopsychologique naturel ayant pour objectif de rechercher proximité, protection et sécurité auprès de l'adulte qui le porte. Un bébé ne peut pas ne pas s'attacher. Ainsi, exposer un enfant en gestation à une ambiance affective confuse ou distante pour le détacher, le séparer ensuite de celle qu'il a portée durant 9 mois et à laquelle il s'est attaché, représente pour l'enfant une rupture traumatique que de nombreux psychologues et pédopsychiatres qualifient de traumatisme majeur dans la vie naissante d'un enfant.
Les conditions morcelées dans lesquelles un enfant est conçu laissent également une trace indélébile et marquante dans le psychisme et l'histoire de filiation des lores brouillés de ces enfants, rendant bien sûr leur quête identitaire radicalement plus complexe. Il s'agit donc bien d'un dommage, d'un préjudice existentiel de taille qui leur est fait. Et je n'ai pas pris le temps ici de vous parler de l'absence complète de père ou de mère pour l'enfant dans le cas de GPA chez des couples homosexuels, ni du traumatisme des enfants ou des enfants déjà nés de la mère porteuse. Depuis 15 ans, je rencontre dans mon travail un panel de souffrances infantiles variées, ce qui m'amène quasi systématiquement à faire raconter par les parents l'histoire de vie de l'enfant dès les premiers instants de sa conception. Il m'arrive aussi d'aller voir encore plus en amont lorsque je soupçonne des événements transgénérationnels ayant marqué la famille. Dans le panel de situations de souffrance infantile rencontrées, les séparations ressenties subjectivement in utero, je pense aux conflits de couple, les deuils, une maman anxieuse après une fausse couche et évitant de s'attacher à son bébé par crainte de le perdre, toutes sortes de stress ou la solitude de la mère portant son enfant sans le soutien du père, etc. Toutes ces situations retiennent particulièrement mon attention dans le parcours de vie de ces enfants et dans la compréhension de leurs symptômes. Derrière tous ces cas de figure motivant une intervention psychologique thérapeutique se loge en toile de fond l'angoisse la plus archaïque inhérente à notre humanité, l'angoisse d'abandon, dont la cause première est la perte de la mère. Le petit enfant vit une angoisse d'abandon majeure lorsqu'il a l'impression subjective de perdre sa mère, ou bien entendu lorsqu'il la perd réellement, c'est-à-dire objectivement. Ceci parce que le système psychique et intellectuel du petit enfant n'est pas encore muni de ce qu'en psychologie nous appelons la permanence du moi et de l'objet. Ainsi, l'éloignement de la mère de naissance dont il s'est laissé imprégner pendant 9 mois crée chez le tout petit un stress qu'il assimile à une angoisse de mort. Le nouveau-né n'a en effet pas encore la maturité cognitive suffisante pour s'expliquer d'une façon consciente et raisonnée une situation d'éloignement de la mère qu'il connaît depuis autant de mois. Sa conscience cognitive raisonnable n'est pas encore opérante. En d'autres termes, maman c'est moi c'est maman. Si je ne vois plus, n'entends plus, ne sens plus maman près de moi, je perds le sentiment de ma propre existence. J'entre en détresse et je crains de mourir. La GPA touche donc de plein fouet la réalité du lien réciproque naissant mère-enfant, enfant-famille. Au regard du type de souffrance infantile, maternelle et familiale rencontrée dans mon cabinet en rapport direct avec ce thème, certains indicateurs de conditions qui favorisent le développement serein du petit enfant passent à l'orange, pour ne pas dire au rouge. Les risques biopsychosociaux susceptibles donc bien sûr d'atteindre l'enfant, eh bien les conséquences sont véritablement dommageables tout au long de la vie. Je me fais ici porte-parole de ces enfants n'ayant aucune voix propre pour crier cette atteinte majeure exercée de façon délibérée sur l'origine de leur vie. En conclusion, oui, je vois que ça ne fonctionne plus. Si nous nous détournons de l'intérêt supérieur des enfants, qui sont les premiers concernés par la GPA, au profit de l'intérêt et du désir louable, respectable et à accompagner des adultes, nous glissons vers une société qui se fait complice de certains fantasmes humains qui généreront de façon programmée des troubles et des pathologies du lien, générateurs de violences psychosociales. Dès lors, au nom du principe de précaution, il nous faut mettre un frein au développement des technologies encourageant la GPA et interdire légalement celle-ci. Il s'agit de défendre les plus vulnérables dans la société. Et qui n'est pas plus vulnérable que l'embryon, le fœtus et le nouveau-né livrés par nature en confiance au bon sens des adultes. Ces tout petits sont nos adultes de demain, qui sait, nos futurs dirigeants.
qui aura été traité avec respect, clarté, intelligence et sensibilité a de fortes chances de traiter son environnement avec le même cœur, avec le même art de la connaissance humaine et du monde. Je laisserai les dernières paroles d'une part à la sagesse d'un écrivain du XVe siècle, François Rabelais, dont la formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et qui devrait s'afficher comme règle d'or et dominer l'empire scientifique. Vous avez peut-être entendu parler de cet immeuble construit à la va-vite en Asie et qui s'est effondré à partir de sa base. Il fut mis en évidence l'absence quasi totale de fondation. En parallèle, nous voyons le risque qu'il y a à fragiliser la fondation de l'édifice procréatique par le tout-pouvoir donné aux techniques scientifiques et au détournement des processus naturels de conception, de gestation et de naissance. Mais je ne vais pas vous laisser sur un écroulement, car sans l'espérance, nous ne rencontrerions jamais l'inespéré. Nourrissons donc une vision d'espérance et de promesse avec la réflexion de ce physicien nucléaire contemporain Philippe Lecomte qui dit « Le monde se perd à travers chaque homme qui se perd et le monde est sauvé chaque fois qu'un homme est sauvé ». Je vous remercie pour votre aimable attention.